Le paysage politique ivoirien vient de franchir une nouvelle étape décisive. Alassane Ouattara a officiellement déposé sa candidature à la présidentielle. Un moment qui a attiré une mobilisation impressionnante de partisans venus de partout. Entre ferveur populaire, enjeux électoraux et démonstrations de force, cet événement soulève de nombreuses questions. Que signifie réellement cette candidature pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? Restez avec nous, on vous explique tout dans cette vidéo. Like et abonne-toi. Que vous inspire ce dépôt de candidature du président Alassane Ouattara sous forte mobilisation, comme on vient de le voir sur ces images? Josias, ça c'est bon, c'est bon? Alors, lorsqu'on voit cet événement, c'est deux choses qu'on comprend. D'abord, le tout premier, c'est l'avant-dépôt en tant que tel, avant que le président n'arrive à déposer sa candidature. Le premier élément, c'est le fait qu'il y a une mobilisation qui est vraiment différente des mobilisations précédentes. On a remarqué que les partisans, les sympathisants, les Ivoiriens proches du RHDP étaient vraiment nombreux sur les lieux. Et moi, j'étais là-bas ce jour-là, ce matin-là, et j'ai remarqué que, de base, la mobilisation doit se faire au niveau du carrefour d'Incan, qui permet d'accéder à la CEI. Mais on a remarqué que les partisans du RHDP allaient même jusqu'à un autre carrefour, le carrefour mobile par exemple, ils étaient vraiment nombreux. Et c'était, on va dire, non pas un simple dépôt de candidature pour eux, c'était une fête de la démocratie, mais aussi une fête du dernier fait que ce soit le dernier dépôt de candidature de M. Alassane Ouattara. Ça, c'est le premier élément à retenir. Au niveau du second élément, c'est le dépôt en tant que tel. Lorsque le président arrive, on se rend compte qu'il y a des députés, des maires, des sénateurs qui sont là. Et toutes ces personnalités... Tout l'état-major, quoi, de son parti. Effectivement. Et toutes ces personnalités vont sortir du fait qu'on est maire, on est ministre, on est député, et se comporter comme des partisans, des sympathisants du RHDP, comme un partisan lambda. Ils vont pas demander à ce qu'il y ait des règles particulières pour eux, et se comporter comme cela. Ce qui était une image très intéressante, très importante. Et à l'intérieur de la commission électorale indépendante, il y a eu du monde et l'espace était vraiment plein. Donc, ce dépôt de candidature qui, je rappelle, est le dernier du président Alassane Ouattara, est un moment vraiment historique qui a également été réussi. Yolamine Fofana. Le dépôt de candidature du président Alassane Ouattara par rapport à l'action de dépôt, c'est que, contrairement aux années antérieures, on se rend compte qu'il y a une forte mobilisation qui prend d'assaut les rues d'Abidjan pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara, parce que justement, c'est aussi à l'image des revendications politiques de l'opposition qui, lors des meetings ou des marches, aussi arrivent à engranger un monde. Donc, par rapport à cette action, il y a une réaction proportionnelle en ce qui concerne la capacité de pouvoir mobiliser à un niveau extraordinaire. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce dépôt de candidature, c'est que des ministres ou bien même des maires ont été bloqués par les forces de police et de gendarmerie pour montrer que sénateurs, députés, tous les cadres du RHDP ont tué leur spécificité de pouvoir ou bien de prestige pour seulement se tenir à la disposition du chef du parti Alassane Ouattara quant au dépôt de sa candidature. Maintenant, par rapport au sentiment de l'opposition, c'est que, comme on le disait tantôt, la passivité de l'opposition vis-à-vis de leurs revendications juridico-politiques fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on assiste au dépôt de candidature du président Alassane Ouattara, il n'y a pas d'indignation par rapport à une quelconque violation juridique, mais c'est plus des Ivoiriens dans leur pluralité qui saluent la capacité et la constance d'un chef d'État qui, sa vie politique est intrinsèquement liée à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme je le dis, enlever l'histoire politique d'Alassane Ouattara, c'est retirer beaucoup de pages vierges dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. De pages écrites, peut-être? De pas? De pages écrites. De pages écrites, justement. Donc c'est quelque chose qui ne choque pas. Il est toujours dans sa constance d'évolution politique par rapport à l'objectif qui est de conquérir la magistrature suprême. Alassane Rabo. Quel Ivoirien aujourd'hui, honnêtement, peut être étonné de la capacité de mobilisation d'Alassane Ouattara et de son parti? Pour vous, ce n'était pas le principal enjeu? Non, ce n'était pas le principal enjeu. Moi, ce qui m'a frappé à travers ce dépôt de candidature, c'est ce qu'il dit plus tard, et qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage, c'est qu'il dit qu'au-delà d'un simple acte administratif, c'est aussi en même temps un appel et un rappel à tous les concitoyens, à tous les Ivoiriens, de se dire finalement que nous devons nous soumettre et respecter les institutions de la République. Il aurait pu se faire représenter, c'est quand même Alassane Ouattara, il y a à peine 2 jours, il revenait donc d'un séjour en France, il pourrait dire qu'il est fatigué, mais il est parti de lui-même, en tant que premier des Ivoiriens, pour montrer l'exemple, dire que nous devons nous-mêmes nous soumettre aux institutions de la République, ce qui est une bonne chose. Moi, ce qui m'a étonné, c'est la posture de l'opposition,
en cette journée-là, qui est quand même une journée importante. Je me disais que ce matin, l'opposition allait organiser peut-être un sit-in, l'opposition allait faire une action pour montrer son mécontentement quant au fait que le président Ouattara dépose une candidature qui est jugée par l'opposition illégale, élection d'ailleurs, qui est jugée aussi par l'opposition d'illégale, parce que non inclusive, puisque des leaders des partis de l'opposition sont écartés. Pour moi, c'était ce qui a manqué. Même Khalil Diaby, Oui, Ali. quelle analyse faites-vous? Il faut comprendre qu'à travers ce dépôt de candidature, il faut saluer la mobilisation du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'opposition, il y a un schisme qui ne dit pas son nom. On voit un président, on voit un leader, on voit des militants mobilisés autour de leur premier responsable, de leur président. Et ça montre également qu'au niveau du RHDP, il y a une grande discipline parce que le chef ou le président, qui est leur leader, leur modèle, leur mentor, montre à travers ce jour-là que le RHDP, vis-à-vis de ce qui est dit sur la scène nationale et internationale, ils viennent témoigner que c'est la marée orange, ils viennent témoigner que c'est tout un peuple, c'est tout un parti mobilisé autour de la vision du président Alassane Ouattara. Et en même temps, ça nous amène à réfléchir vis-à-vis du travail qui a été mené en 3 quinquennats, voir les pros et les contre, et en tant que masse critique, voir aussi les limites au nom du principe de redevabilité, nous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et ce qui motive surtout cette candidature du président Alassane Ouattara. Le RHDP, aujourd'hui, n'a plus donc à montrer que c'est le premier parti politique en Côte d'Ivoire. Nous avons eu plusieurs occasions au cours desquelles nous avons démontré que nous sommes une machine. Tout dernièrement, le 22 juin, nous avons donc organisé un congrès jamais réalisé donc en Afrique. C'est près de 140 000 personnes que nous avons mobilisées au stade Alassane Ouattara de BNP. Donc, il a raison. L'objectif n'était pas vraiment de tester notre capacité à mobiliser, c'est ordinaire. Mais ce que nous notons, c'est un acte symbolique pour montrer à tous ceux qui font croire à travers le monde que le président Ouattara, sa candidature serait problématique. Le peuple a répondu parce qu'au-delà des militants donc, du RHDP, c'est de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes donc, qui ont répondu à l'appel, qui ont démontré leur attachement au président Alassane Ouattara et qui ont manifesté cette volonté de continuer avec lui parce qu'ils estiment que 15 ans de paix, 15 ans de stabilité, 15 ans de développement, ils souhaitent vivement qu'Alassane Ouattara continue donc de transformer la Côte d'Ivoire. Et donc, ils viennent de le démontrer aujourd'hui. Depuis 3 heures du matin, comme on l'a dit, ils étaient à la CEI pour attendre le président. Et je crois que le président était heureux. Il a pris un bain de foule pour leur dire merci. Et nous venons de démontrer en ce qui nous concerne, le RHDP, que la candidature d'Alassane Ouattara, c'est notre affaire. Nous allons nous battre pour qu'il soit élu dès le premier tour avec un score très honorable. Nos analystes, enfin certains d'entre eux l'ont rappelé, est-ce que s'il n'y avait pas eu la marche du Front commun et également toutes les activités de mobilisation de l'opposition, est-ce que le président se serait déplacé et justement les militants l'auraient accompagné jusqu'au dépôt de candidature à la CEI? D'abord, est-ce que ce n'est pas le contexte? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Détermine ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans une concurrence de mobilisation, on n'en a pas besoin. Le RHDP, c'est 27 régions, donc nous dirigeons plus de 140 mairies, majorité à l'Assemblée nationale, donc on a suffisamment montré sur le terrain. Notre force est une machine, donc nous ne sommes pas en concurrence avec l'opposition, donc qui ne représente même pas 20% de l'électorat. Comme je l'ai dit, le président, et il a dit dans son discours, il faut se soumettre à nos institutions. Et le fait de poser l'acte, il aurait pu faire par procuration comme d'autres l'ont fait, mais il est rentré donc de vacances alors qu'il est en vacances, mais il est rentré pour déposer donc sa candidature. C'est le sens de la responsabilité. Vous savez, diriger un pays commande qu'on ait un profond respect pour la chose publique, respecter le peuple, et donc l'acte qu'il a posé est totalement détaché de toute interprétation liée donc à la position ou à la position donc de l'opposition. Ça n'a rien à voir. Et c'est une responsabilité assumée qu'il vient de prouver et il l'a dit. Et donc, pour nous, c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, c'est une fierté pour nous d'avoir Alassane Ouattara comme notre président. Et donc, il y a un leadership qui le démontre chaque fois donc besoin se fait. Alamine Fofana. Monsieur Kokora, j'aimerais revenir sur une préoccupation qui revient souvent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément une analyse de fond, mais lorsqu'on observe l'animation de la vie politique ici en Côte d'Ivoire, on se rend compte que le droit se prononce très rarement contre le pouvoir.
C'est-à-dire que peu importe les gymnastiques juridiques qui entourent les questions, par rapport à la question du cas du président Laurent Gbagbo, on se rend compte qu'après débat, le droit se prononce contre le président Laurent Gbagbo. Lorsqu'il y a le cas du président Tidjane Thiam, on se rend compte que le droit se prononce contre le président Tidjane Thiam. Mais lorsque le président Alassane Ouattara est soumis à une appréciation juridique, le droit se prononce pour le président Alassane Ouattara. Donc de manière apparente, est-ce que vous n'entendez pas souvent cette grogne populaire d'une partie des Ivoiriens qui estiment que lorsque le vent du droit souffle en Côte d'Ivoire, très souvent, le pouvoir est favorisé et l'opposition défavorisée? Bon, j'entends bien votre question, mais ce n'est pas ma lecture donc, des choses. Il y a eu des fois où l'État a été donné tort dans des affaires donc, au niveau de la justice. Je vous le rappelle, parce que les gens ne le disent pas assez. Savez-vous que Mme Simone Veil Gbagbo a été jugée en Côte d'Ivoire ici pour crime contre l'humanité et elle a été acquittée. Elle a même été acquittée avant le président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous faisons confiance à notre justice et donc elle rend des décisions. Et je vous rappelle encore que M. Tidjane Thiam, président donc, du PDCI-RDA, a eu une affaire interne au PDCI contre Mme Valérie Yapo et la justice lui a donné raison. Voilà, donc la justice, vous savez, nous avons une opposition qui est sélective, qui a l'indignation sélective. Et donc, lorsque les décisions de justice donc, sont en sa faveur, elle applaudit, mais lorsque les décisions de justice ne sont pas à sa faveur, elle estime que ce sont des décisions manipulées, la justice serait aux ordres du pouvoir. Ce n'est pas vrai. Et donc, moi, j'attends donc des cas précis, factuels, comme les gens le disent, qu'on nous dise de façon claire quelles sont les affaires pour lesquelles la justice aurait donc donné des décisions injustes contre l'opposition et des décisions favorables au pouvoir. Par exemple, pour le cas du président Tidjane Thiam, il estime que Madame la juge n'était pas habilitée à traiter le fond de la question qui le concernait. Non, cher ami, vous savez, moi, je dis toujours, nous avons une histoire. Cette affaire, d'abord, c'est une décision de justice. Moi, je n'aime pas traiter les décisions de justice sur les plateaux télé. Mais comme vous posez la question et que nous sommes face aux Ivoiriens, j'ai le devoir donc de donner ma position. Vous savez, il n'est pas le premier. En 2011, M. Théoté Richard, sur le même cas donc de double nationalité, n'a pas pu être candidat. Le Conseil constitutionnel a décidé. Est-ce que si on va dans leur logique, le Conseil constitutionnel était compétent pour décider? C'est ça le véritable problème. Dans le cadre du contentieux sur la liste électorale, parce que c'est dans ce cadre-là donc que l'affaire a eu lieu, c'est le juge, et l'article 12 le dit, c'est le juge territorialement compétent, donc qui traite des questions liées au contentieux sur la liste électorale. Donc la décision a été rendue, elle n'est pas favorable à M. Tidjane Thiam, et c'est ça aussi l'état des droits. L'état des droits, vous allez à un procès, soit vous gagnez ou vous perdez. Mais dans tous les cas de figure, il faut respecter les décisions des juges. C'est ça qui va donc faire que nous aurons des républiques sérieuses et des États solides. Parce que si on me donne tort et que je n'accepte pas, mais demain, on ne pourra pas construire une république. Il faut accepter, même qu'on n'est pas d'accord, il faut accepter parce que c'est eux qui ont été désignés par le peuple de Côte d'Ivoire pour trancher donc, sur toutes les questions donc, de justice. J'ai lu une partie, un entretien très intime que le président Alassane Ouattara a eu avec l'ancien porte-parole de l'ONUCI, j'oublie un peu son nom, en Côte d'Ivoire, bien évidemment, dans la période de la crise que nous avons vécue lorsque l'ONUCI était fortement présente dans notre pays. Et dans cet entretien, dans le livre qu'il a sorti, qui date même pas d'une année, le président Ouattara lui confie que son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ne voulait même pas qu'il soit candidat en 2020. Et cela en dépit de tous les appels des cadres du parti au pouvoir et de bien d'autres personnes qui souhaitaient que le président Ouattara se représente. Le président Ouattara, de son arrivée en politique avec le plan Ouattara en 90 à aujourd'hui, il a gagné tous ses combats. Il a gagné tous ses combats. Aujourd'hui, c'est un homme qui est octogénaire, qui a tout réussi dans sa vie. Il l'a même rappelé à plusieurs reprises. Mais les militants de son parti et surtout les cadres de son parti l'appellent à chaque fois à livrer une autre bataille. Celle-ci va finir, peut-être qu'on l'appellerait encore à livrer une autre bataille. Est-ce qu'au niveau des cadres du RHDP, vous n'avez pas failli? Est-ce que vous constituez sérieusement une alternative crédible aux yeux de l'homme, Alassane Ouattara? Alors, petite précision, celui à qui vous faisiez allusion, c'est Amadoun Touré. Exactement. Merci beaucoup. Ouais. Alors, ce qu'il faut noter, cher ami, c'est que le président est un homme de devoir. Et vous avez bien fait de rappeler son arrivée en 1990, où la Côte d'Ivoire se trouvait à un carrefour très difficile, avec la crise sociale, les tentatives de déstabilisation contre le pouvoir du PDCI-RDA, du président Houphouët-Boigny. On lui a fait appel, il a répondu donc, à l'appui du peuple et il est venu travailler pour sauver l'économie de notre pays. En 1999, vous vous souvenez, le président était encore DGA du FMI. Nous lui avons fait appel au niveau donc, du RDR. Le président n'était pas obligé de venir. Et en venant,
rien ne garantissait qu'il allait devenir président de la République. Mais il a abandonné son poste prestigieux au sein donc, du FMI DGA pour venir dans l'arène politique, alors qu'il y avait des défis importants. On lui déniait sa citoyenneté, mais il est rentré, malgré tous les dangers, pour faire face, pour répondre à l'appel de ses militants et donc se mettre au service donc, de son pays. Donc, c'est un homme de devoir. Effectivement, en 2020, vous vous rappelez, vous faites bien de le rappeler, le président avait décidé de passer la main à un autre cadre du parti, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Malheureusement, il décède. Quand il décède, il est tout à fait normal. Nous sommes des humains. Le RADP, c'est une équipe, c'est une stratégie. Et donc, quand vous ne vous attendez pas à cette situation et qu'elle arrive, vous devez y faire face. Et c'est un défi qui se présente au président. Il a répondu à l'appel. Encore cette année, vous savez, le président l'a dit, nous sommes face à des défis importants, cher ami. Tout à l'heure, dans l'élément qui est passé, vous avez vu les attaques au nord de la Côte d'Ivoire. Dont on va parler tout à l'heure. On va parler, dont vous allez parler, pardon. Et donc, les défis sécuritaires sont importants. J'ai une question, M. Kokora. Oui, je ne vous arrête pas. Quel rôle aurait joué le président Alassane Ouattara si Amadou Gon, paix à son âme, était président? Et qu'il ne pourrait pas jouer si l'un d'entre vous est candidat et président? Vous savez, d'abord, le candidat d'un parti, c'est le choix du parti. C'est de sa responsabilité. C'est un choix souverain. Et il y a des défis internes. Il y a des défis internes dans tous les partis politiques. Et donc, les choses, vous savez, avec des si on peut tout faire. Et donc, malheureusement, je vous explique, notre candidat décède, le président est obligé de revoir donc, sa stratégie et repart encore à la course. Cette année, et comme je l'ai dit, nous avons des défis importants, défis sécuritaires, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire comme à l'extérieur donc, de notre pays, défis diplomatiques, défis politiques, défis même économiques. Le monde aujourd'hui est bouleversé depuis 2020 avec la crise Covid, suivi donc de la crise en Ukraine. Nous avons des défis monétaires, comme le président l'a dit. Nous sommes dans une zone de l'UEMOA où, vous le savez très bien, des gens menacent donc de se séparer de cette zone. Donc c'est tout un tas de problèmes. Nous avons un défi de leadership au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est l'assurance tout risque avec son leadership pour maintenir la paix, la stabilité, la sécurité. Et c'est le plus important, c'est ce que nos concitoyens réclament. Je crois que vous, les jeunes, vous réclamez quoi? La sécurité, que vous soyez en paix, que vous puissiez donc penser à votre avenir, mais dans un environnement perturbé par des tentatives de déstabilisation. Je ne crois pas que cette volonté ou cette ambition puisse donc se réaliser. Il y a un sondage d'Afrobaromètre réalisé en Côte d'Ivoire avec des jeunes, 75% de la population, qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique parce qu'ils voudraient aussi, l'une des raisons évoquées, qu'ils aient un président qui soit à leur image, qui soit jeune comme eux. Non, moi je n'ai pas ce sentiment parce qu'aujourd'hui, quand vous avez vu cette foule qui est partie, mais si vous faites un focus sur les images, vous verrez que c'est entre 18 et les plus âgés, peut-être c'est 40 ans. La majorité de ceux qui y étaient, c'est des jeunes. Comme au stade le 22 juin, c'était des jeunes comme vous, moins que vous, donc qui sont allés pour demander au président qu'il soit candidat. Voilà, vous savez désormais tout sur le dépôt de candidature d'Alassane Ouattara et la forte mobilisation qui l'a accompagné. Mais une question reste ouverte. Cette démonstration de force suffira-t-elle à convaincre les électeurs lors de la présidentielle? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité politique ivoirienne. À très bientôt pour une nouvelle analyse.